j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Donc il n'y aura pas d'image sur cette petite vidéo. J'avais envie de vous le faire un peu plus en mode podcast. Donc n'hésitez pas à l'écouter pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous conduisez, vous mettre ça un petit peu en fond. Ou alors si vous avez envie d'être vraiment hyper studieuse, n'hésitez surtout pas à prendre un petit carnet, prendre des notes si vous avez envie. C'est pas du tout obligatoire. En gros, le but aujourd'hui, ça va être de vous expliquer c'est quoi le yoga. J'ai pas envie que ce soit une vidéo, en tout cas un audio qui soit trop long pour vous. J'ai vraiment envie de pouvoir vous l'expliquer avec simplicité, tout en essayant de ne pas rentrer dans l'appropriation culturelle du yoga, qui est quand même un très très gros problème. L'appropriation culturelle du yoga, c'est prendre en fait des parties d'une culture et la mélanger à notre sauce pour en faire ce qu'on veut, et généralement pour en faire quelque chose qui fait vendre. En tout cas, c'est beaucoup le cas avec le yoga. Le yoga est vraiment très utilisé comme une pratique pour faire perdre du poids, une pratique pour être plus souple, avoir le grand écart par exemple, une pratique pour avoir un joli corps, une pratique, je sais pas, une pratique pour faire vendre des chiots par exemple. Le yoga est vraiment utilisé pour ça, et tout ça c'est de l'appropriation culturelle du yoga. Donc tout ce qui est puppy yoga, yoga perte de poids, etc. Tout ça, ça va être de l'appropriation culturelle du yoga. Et donc je vais essayer de vous expliquer ce qu'est le yoga, en essayant au maximum de ne pas en faire, même si je reste une femme blanche, pas du tout indienne, et donc forcément je ferai des erreurs. Si jamais vous êtes professeur de yoga, n'hésitez surtout pas à me reprendre si jamais vous trouvez que j'en fais. La définition que je vais vous donner, c'est un résumé, on va dire, de la définition que moi j'ai reçue durant mon enseignement lorsque j'étais en Inde, donc par un professeur indien, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que j'essaie de au maximum ne pas vous dire de bêtises. Donc en tout cas, ouais, il y a beaucoup de bêtises dans ce qu'est le yoga, et surtout c'est quelque chose qui est très très flou. À la base déjà, c'est même pas yoga, c'est yog. Yog du sanskrit yog, qui signifie union. Pourquoi on dit yoga? Parce qu'en fait, quand les Anglais ont commencé à découvrir le yoga, ils étaient en fait dans le sud de l'Inde. Et dans le sud de l'Inde, si vous voulez, ils ont un accent assez important, et donc ils rajoutent des A à la fin de tous leurs mots. Donc on disait non pas Hatha Yoga, mais c'est Hat Yog. Mais en fait, voilà, les Indiens, c'est dans le sud de l'Inde, pardon, les Indiens du sud de l'Inde, oui, c'était voilà, c'était dû à leur accent, en fait. Ils mettent des A à la fin de tout. Ils vont dire Hatha, Yoga, etc. Euh, et donc du coup voilà, c'est devenu comme ça parce que quand donc les Anglais sont revenus en Angleterre et ont commencé à parler du yoga, d'à quel point c'était bon pour le corps, pour la souplesse, pour la force, pour plein de choses, etc. Ils ont transmis ça comme du Hatha Yoga. Et donc forcément, quand il y a des Indiens qui sont arrivés en Angleterre, en Occident, et qu'il y a des écoles qui ont ouvert de Hatha Yoga, les gens n'ont pas compris en fait que c'était du yoga. Et comme le yoga avait déjà pris une très très grosse place, et ben finalement ils se sont dit ok, tant pis, on abdique et on va appeler ça du yoga. Donc du coup voilà, ça vient vraiment d'un accent du sud de l'Inde, mais maintenant si vous dites yoga, bien entendu, tout le monde va vous comprendre. En fait, ce qui est important de savoir avec le yoga, c'est que c'est loin d'être que des postures. Les postures, si on en croit Patanjali, qui a écrit les Yoga Sutras, c'est vraiment un livre phare du yoga. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas, c'est celui qui est le plus accessible et aussi qui est le plus connu et dont on parle le plus. Mais il y en a encore une fois bien d'autres. Mais en tout cas, il nous dit qu'il y a 8 membres dans le yoga et les postures ne sont qu'un de ces 8 membres. Donc ce qui signifie que les postures ne sont qu'un huitième de ce qu'est le yoga. Généralement, quand on demande à quelqu'un ce qu'est le yoga, il va nous dire voilà, c'est un enchaînement de positions pour être plus souple, plus fort et diminuer le stress. C'est pas tout à fait ça. Donc comme je vous ai dit, du coup, ça signifie union. Pareil, il y a beaucoup de professeurs de yoga qui vont vous dire c'est l'union du corps et de l'esprit. Il a jamais été on n'a jamais parlé d'union du corps et de l'esprit en Inde, ok. En Inde, on ne parle pas de cette différenciation du corps et de l'esprit, il n'y a pas besoin de l'unir, il est uni par la naissance. Donc, en yoga, du coup, alors, il faut savoir que c'est pas du tout religieux, hein. Le yoga n'est pas du tout religieux, mais il a des racines qui proviennent de l'hindouisme. Et donc, du coup, on va en fait finalement dire que on garde quand même cette racine hindouiste qui est la réincarnation, et donc une âme va se réincarner dans un corps, et il n'y a pas besoin de l'unir, d'accord. Dans cette vie-là, notre corps et notre esprit sont unis
Déjà, c'est un très très gros raccourci qui est fait par beaucoup de professeurs de yoga, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des blogs. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est un raccourci très facile, mais c'est pas du tout la réalité. Voilà, le yoga, c'est pas essayer d'unir le corps et l'esprit. Et en tout cas, il n'a jamais été notion de ça en Inde. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que en Occident, il nous permet un petit peu cette union-là, puisque on perd complètement le lien et la connexion qu'on a avec notre corps. Donc c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, le yoga va nous permettre ça, mais ce n'est pas du tout la définition du yoga. Le yoga, donc, c'est un chemin complet de vie, et c'est une union plus entre l'union et la réalité qui nous entoure, l'union et le vrai, l'union et de nous et du soi finalement, et de la réalité, et de la spiritualité, et du divin, et de tout ce qui nous entoure, ok. Mais c'est pas juste, le yoga n'est pas quelque chose d'égocentré, c'est pas quelque chose entre soi et soi, c'est quelque chose qui unit beaucoup plus, bien plus loin que le corps et l'esprit, d'accord. Et donc les bienfaits ils sont incroyables hein, au niveau du yoga, ça vous en avez sûrement déjà entendu parler. Déjà l'apaisement quand vous avez des problèmes hormonaux, au niveau du stress, au niveau de l'anxiété. On sait aujourd'hui que le stress et l'anxiété ça bousille absolument tout dans le corps. Donc l'apaisement justement du corps, l'apaisement de l'esprit, l'apaisement de nos émotions, l'apaisement d'énormément de choses. Le yoga, c'est un temps pour soi, c'est un retour à soi, un retour à son souffle, à finalement une connexion qu'on a perdue complètement. Encore une fois, ce n'est pas ce qu'est le yoga, mais c'est un des multiples bienfaits qu'il a. On a aussi du coup des bienfaits au niveau du souffle, de la respiration. On a également des bienfaits au niveau bien entendu du mental, dans notre vie quotidienne, et au niveau du corps. Donc encore une fois, le yoga ce n'est pas quelque chose pour rendre souple, mais c'est un des bienfaits, d'accord. Votre corps va être plus souple, plus mobile, plus fort, vous allez être plus à l'aise, vous allez permettre, encore une fois, des régulations hormonales, régulation du stress, régulation de l'anxiété, régulation du système digestif, de notre digestion. Encore une fois, je ne parle pas de si vous avez un cancer à l'estomac, faites du yoga et ça partira tout seul. On n'est pas là-dedans, mais en tout cas, ça joue en fait sur énormément de choses au niveau physique. À la base, ce qui est important de dire quand même, c'est que le yoga, il était uniquement pratiqué par des moines et par des fils de prêtres. Et petit à petit, il a commencé à s'ouvrir en Inde, d'abord uniquement aux hommes, puis tout doucement aux femmes, puis en Occident, quand les Anglais, du coup, ont envahi l'Inde. C'est un peu le truc. Et c'est devenu un truc qui est très très à la mode. Et encore une fois, comme tous les trucs très très à la mode, le but de beaucoup de personnes, c'est de se faire un maximum d'argent là-dessus. Et c'est ça un peu le problème. Le problème, c'est pas de se faire de l'argent sur des trucs à la mode. À la limite, ça c'est le capitalisme, on va pas venir là-dessus, on n'est pas là pour débattre là-dessus, mais le souci ça va être sur le yoga parce que le yoga justement c'est une philosophie qui prône énormément de choses et qui ne prône pas en tout cas le fait de se faire un maximum d'argent en vendant des formations, des formules miracles, des formules perte de poids, l'utilisation d'animaux à leur insu, etc. Chose sur laquelle on reviendra. Mais donc voilà, c'est devenu assez compliqué à ce niveau-là, mais c'est devenu quelque chose de très à la mode. Et aujourd'hui, en tout cas, il est ouvert aux femmes, mais sachez qu'il ne l'était pas avant. Ce qui est assez intéressant parce que aujourd'hui en Occident, on a l'impression que c'est une pratique féminine, alors que c'était une pratique exclusivement masculine pendant très longtemps. Donc je vous parlais du coup de Patanjali et des Yoga Sutras. Et c'est de ça dont on va parler pour que vous ayez une petite idée de ce qu'est réellement le yoga, en sachant qu'on parle beaucoup des 8 membres du yoga de Patanjali dans les Yoga Sutras. Cependant, la philosophie du yoga est extrêmement riche et ne dépend pas du tout que de ça. D'ailleurs, on voit des fois dans des formations de yoga de 200 heures pour devenir prof que finalement la philosophie se résume à ça. La philosophie du yoga est très très loin de se résumer à ça et en tant que professeur, on devrait en connaître beaucoup beaucoup plus sur le sujet. Mais ça, c'est pour vous en tant que pratiquant, pour connaître finalement un peu plus de choses. Donc les 8 membres du yoga. Normalement, il faut les pratiquer un par un. Ok, donc on commence par le premier, puis on passe au deuxième. Une fois que le deuxième est maîtrisé, on passe au troisième, et ainsi de suite. Donc, au début, le premier, c'est yamas. Donc, les yamas, ce sont des éthiques
qu'on va venir amener dans le monde extérieur. Sachant qu'il y en a 27, mais on va en parler de 5 principales. La première, c'est Ahimsa. Ahimsa, c'est la non-violence. C'est le fait d'essayer de créer dans sa vie le moins de violence possible. Avec les autres, avec les animaux, avec soi-même. Avec énormément de choses. D'ailleurs, un des premiers principes normalement du yoga, c'est d'être au moins végétarien, végétarienne. C'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est juste dans le but de créer le moindre souffrance possible, sans aucun jugement. Ensuite, on a Satya. Satya, qui signifie la vérité. C'est le fait de dire la vérité. Voilà. De dire la vérité, de vivre dans sa vérité. Sachant que la vérité peut être très subjective, ça c'est une certitude. Par exemple, si on est face à quelqu'un qui est daltonien, il va nous dire bah ton pull il est marron, et moi je vais dire non, le pull il est rouge. Les deux ont raison, d'accord. Donc il y a des choses sur lesquelles la réalité est là, mais par contre, si je vous dis des choses comme attendez, on va pas parler politique parce que sinon ça va grogner dans les commentaires. Quelle vérité est-ce que je pourrais vous donner là tout de suite? En tout cas, on dit toujours des petits mensonges, des micro-mensonges un petit peu par-ci par-là dans notre quotidien. Et c'est le fait de limiter et de rester le plus vrai possible. Ensuite, on va avoir Asteia. Asteia, c'est le fait de ne pas voler. Donc, ne pas voler, bien entendu, de biens matériels. Hein, on va pas braquer la maison du voisin. C'est pas sympa. Mais, c'est aussi ne pas voler du temps et ne pas voler de l'énergie aux gens. C'est-à-dire, je sais pas, je laisse mon assiette dans l'évier parce que je sais que mon partenaire ou ma partenaire va le faire. Voilà, ça c'est voler de l'énergie aux gens. C'est mon assiette, c'est à moi de la nettoyer, c'est moi qui l'ai utilisée, c'est à moi de la ranger, de la nettoyer, etc. Donc là, je vole de l'énergie aux gens. Parce que je sais qu'ils vont le faire, mais c'est à moi de le faire. Voler du temps également, je suis tout le temps en retard. Je suis tout le temps en retard pour aller quelque part. Du coup, les gens, ils sont tout le temps là à m'attendre. Je vole du temps aux gens. Voilà. Ensuite, le quatrième, on a Brahmacharya. Brahmacharya, c'est vivre dans la modération. Ça veut pas dire... comment dire? Ça veut pas dire de pas pouvoir vivre, mais c'est réussir à se modérer dans le sens où je ne me fais pas... j'arrive en fait à gérer les choses. Voilà, j'arrive à gérer, je modère mes actions, je modère voilà, ce que je fais dans la vie. Si je regarde un épisode de série, eh ben, j'arrive à me modérer. Et ça, en fait, toutes ces choses-là, finalement, c'est pour apporter énormément de paix pour soi. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on fait pour les autres, c'est pas quelque chose qu'on fait pour Instagram, pour se montrer. C'est vraiment quelque chose qu'on fait pour soi. Donc la modération. Ensuite, on a Aparigraha, c'est la non-collection. C'est-à-dire ne pas prendre plus que ce qu'on a besoin. Donc c'est-à-dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de 40 paires de chaussures à talons? Bon, peut-être pas, peut-être pas. Encore une fois, là, dans tout ce que je vous dis, c'est on fait du mieux qu'on peut. D'accord. Moi, par exemple, à IMSA, la non-violence, j'ai pas réussi à être végétarienne pendant très longtemps parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire. C'était très difficile pour moi. J'essayais, j'y arrivais pas, je retombais dans la viande, etc. Et en fait, au lieu de me bousiller à me dire mais non, 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 faut pas créer de violence, faut pas créer de violence, je me suis dit mais attends, tu fais quand même ce que tu peux. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est vraiment le fait de faire de notre mieux. Et dans Aparigraha, la non-collection, c'est plutôt faire en sorte que les objets ne nous contrôlent pas. D'accord? Le matériel ne nous contrôle pas, les objets ne nous contrôlent pas. D'accord? C'est nous qui avons le contrôle sur les choses. C'est pas aux choses de nous contrôler. D'accord? Donc si j'ai envie de m'acheter une nouvelle paire de chaussures, il n'y a pas de souci, j'ai le droit de le faire, mais je le fais pas parce qu'en fait, c'est quelque chose qui me contrôle, c'est quelque chose qui m'obsède, et c'est quelque chose sans lequel je n'arrive pas à faire. Donc ça, c'est le premier membre du yoga. Vous verrez, les deux premiers sont un petit peu longs et ensuite ça va vite. Le deuxième, c'est les niyamas. Les niyamas, ce sont des habitudes de vie. Donc on a, encore une fois, 27, mais on va en prendre 5 principaux. Il y a Socha, qui est le fait de nettoyer notre corps et notre esprit. Donc en Inde, ça va être se gratter la langue, ça va être se nettoyer le nez, vous savez, avec l'espèce de petite théière, je sais même plus comment ça s'appelle, ah là là, la prof nulle, excusez-moi. Donc il y a aussi le Naului Kriya, c'est le fait de bouger son ventre d'une certaine manière pour nettoyer le système digestif, etc. Mais en fait, c'est le fait d'être propre, à l'intérieur, à l'extérieur. Il y a Santosha. Santosha, c'est le contentement. Il y a une définition très belle là-dessus que vous pouvez
sur laquelle vous pouvez méditer. Le contentement, c'est être heureux et reconnaissant de ce qu'on a, tout en travaillant pour ce que l'on veut. Donc ça ne veut pas dire oui, ma vie est parfaite et je ne veux plus rien changer, mais ça veut dire je suis heureux et reconnaissante de ce que j'ai là, maintenant, aujourd'hui, parce que j'ai des choses. J'en suis heureuse et j'en suis reconnaissante, mais je travaille pour ce que je veux, parce que j'ai le droit de vouloir des choses et j'ai le droit de travailler pour les avoir, c'est normal. Mais en tout cas, ça permet de ne pas vivre dans le futur. Je serai heureuse quand ? Je serai heureuse quand j'aurai ça. Je serai heureuse quand j'aurai atteint ça. Je serai heureuse quand j'aurai eu ma promotion, quand j'aurai ma maison, quand j'aurai acheté mon nouveau canapé, quand j'aurai cette nouvelle paire de chaussures. On y revient. Je vous jure, je suis pas obsédée par les chaussures, c'est promis. Donc le contentement. Ensuite, il y a tapas. Tapas, oui. Ce ne sont pas les tapas espagnols, malheureusement. Tapas, c'est la discipline. Voilà. La discipline. Encore une fois, j'ai fait tout un podcast sur mon studio en ligne de yoga Meraki Flow sur la discipline, qui est très intéressant, donc je ne vais pas tout vous refaire là-dessus, mais c'est beaucoup dans l'écoute de soi. Ensuite, on a Ishvara Pradidhana, c'est la spiritualité. C'est un peu croire en quelque chose qui est plus grand que soi. Donc pour certaines personnes, c'est la religion. Pour d'autres, c'est croire, je sais pas, en la force de la nature. Croire en ce que vous voulez. D'accord ? Vraiment quelque chose. Mais en tout cas, ça se décentre de soi-même. Et un que j'aime beaucoup, le dernier, c'est Svadhyaya, c'est l'étude de soi. Ne jamais cesser de s'étudier, pas dans une pression énorme d'être la meilleure version de soi-même, de se connaître par cœur, etc. Mais c'est étudier, et étudier nos comportements, nos difficultés, pourquoi on réagit de telle manière, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, etc. Donc ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir ces éthiques extérieures, ces yamas, une fois qu'on a réussi à mettre en place ces niyamas, ces habitudes, alors seulement là, on commence à pratiquer ce que nous communément on appelle des postures, qui s'appellent des asanas. Et en fait, la définition, c'est un état stable et confortable du corps et de l'esprit. Donc ce n'est pas exactement... les asanas ne sont pas juste des postures, c'est vraiment un état stable et confortable de mon corps et de mon esprit. C'est-à-dire que faire une posture pour faire une posture, mais je ne suis pas stable, je ne suis pas confortable, ni dans mon corps, ni dans mon esprit. Je tremble, je me fais mal, je tire sur mon corps, j'arrive pas à être dans la posture, je m'énerve ou je pense au dîner de ce soir. Bah c'est pas un asana. Ensuite, le quatrième, on va avoir pranayama. Pranayama, c'est le contrôle de l'énergie vitale, c'est sa définition, mais c'est en fait ce qu'on appelle plus communément nos exercices de respiration. J'inspire sur 4, j'expire sur 6. Les pranayamas, c'est intéressant parce qu'on parle du contrôle de l'énergie vitale, le système respiratoire, la respiration étant le seul système automatique de notre corps. Ok, on respire sans y penser quand on dort par exemple, heureusement, mais qui peut être contrôlé. D'accord ? Et ce contrôle nous permet peut-être de nous apaiser, peut-être d'accélérer notre corps, d'accélérer notre énergie vitale, peut permettre à énormément de choses. Donc les pranayamas sont très importants et ils viennent après les asanas parce que c'est beaucoup plus simple, parce que un des asanas principaux, c'est le fait d'être assis en tailleur. Et donc, si je suis stable et confortable dans mon corps et dans mon esprit, dans cette position du tailleur, alors je peux faire mes pranayamas, mes exercices de respiration, sans avoir mal au dos, sans penser à autre chose, sans me sentir mal dans mon corps. Ensuite, on va avoir pratyahara. Pratyahara, c'est le retrait des sens. Ça veut dire, c'est pas je n'entends pas, je ne vois pas, je ne sens pas, mais c'est je me retire en fait de ces sens-là. Par exemple, on peut voir un moine qui est en train de méditer, si vous faites de la trompette d'un coup sur ses oreilles, il va pas sursauter. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo un peu fofolle. Oh là là, un peu fofolle, Apolline, quel humour. Voilà. Bon, du coup, c'est pas qu'il a pas entendu, mais c'est qu'il est retiré de ses sens. Il a plus de contrôle, on va dire, sur ses sens. Ensuite, on va avoir dharana. Dharana, c'est la concentration. C'est ce qu'on croit qu'on fait quand on médite, quand on pense qu'on médite. Donc, par exemple, la méditation, c'est une pratique qui se fait assise. Donc, c'est le membre d'après. C'est dhyana, la méditation. Donc, je vais vous expliquer la différence. Donc, la méditation, c'est je suis assise en tailleur et je suis dans un état où c'est pas qu'il n'y a plus aucune pensée qui vient, les pensées viennent dans ma tête et repartent, mais je suis dans un état, donc mes sens, donc je suis en asana, dans ma posture de tailleur, je suis stable et confortable dans mon corps et de mon esprit,
mon énergie vitale est équilibrée, j'ai le retrait de mes sens. Et en fait, dhyana, c'est vraiment un état serein, un état en paix, un état où je n'entends pas, je ne vois pas, je ne pense pas, tout glisse. Okay. Je suis en repos complet. La différence avec dharana c'est la concentration. Donc par exemple, ça c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire, hein. On regarde des séries en étant sur notre téléphone, en parlant à quelqu'un à côté de nous, en faisant du crochet. Je ne sais pas, moi je fais ça en tout cas, peut-être pas vous, mais en tout cas on a beaucoup de difficultés à faire une chose à la fois, à manger sans être devant une série, à aller aux toilettes sans être sur notre téléphone, à tout faire finalement. Et donc dharana, c'est la concentration sur une seule chose. Donc par exemple, quand vous vous mettez en tailleur et que vous pensez que vous méditez, généralement vous vous concentrez sur votre respiration. La méditation aussi, c'est quelque chose qui se fait de manière statique. Mais maintenant, même chose, ça a été repris et on dit marche méditative, marche dans la forêt de la méditation, etc. Tout ça, c'est je me concentre. Je me concentre sur le fait de marcher, je me concentre sur le chant des oiseaux, etc. Mais c'est pas de la méditation. Donc il y a une différence à faire. Donc dharana, la concentration. Dhyana en septième, la méditation. Et le dernier, c'est samadhi. C'est un état d'union temporaire. J'insiste sur le temporaire, c'est pas à un moment donné on touche le samadhi et on se trouve illuminé pour le reste de notre vie. C'est vraiment samadhi. J'aurais du mal à vous l'expliquer parce que moi je l'ai jamais vécu. Mon professeur de yoga saurait vous en parler mieux que moi, mais samadhi, voilà, c'est une union complète. C'est cette impression un petit peu qu'on est en train de méditer et en fait on se soulève de notre coussin. Vous savez, l'image des moines qui volent finalement durant leur méditation. C'est cet aspect-là. C'est je suis l'air, je suis le vent, je suis la forêt, je suis tout. Je suis en union complète avec le reste. Et c'est très beau. Et voilà, du coup, je vais m'arrêter là pour vous expliquer très rapidement. Il y aurait énormément plus de choses à dire. Mais ce qu'est le yoga, qu'est-ce que le yoga et qu'est-ce que cette chose assez incroyable que le yoga. Et vous voyez qu'en fait, c'est une philosophie de vie qui est merveilleuse, qui peut vous aider dans tellement de choses de votre vie, qui va bien au-delà que de la souplesse et de la force et de la mobilité. Même si ça, déjà, c'est incroyable. On commence, je pense, quasiment tous le yoga pour ça. Et petit à petit, ensuite, je pense qu'on s'ouvre à la respiration, on s'ouvre à la méditation, et puis ensuite on s'ouvre à cette philosophie. Donc on fait plus les choses dans l'ordre, mais cette philosophie finalement, elle nous permet de nous apaiser sur tellement de choses dans la vie. Cette non-violence, ce contentement, etc. Ce sont des choses qui nous permettent de nous apaiser aussi dans notre quotidien. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les poser directement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien le faire en direct par message et qui sont un petit peu gênés. Sinon, je fais toujours des petites boîtes à questions sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre et à me les poser. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et à demain. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye.